Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. En cette semaine spéciale Côte d'Ivoire, notre dossier du jour sera consacré au Maracana, une variante du football qui tente de conquérir le monde. Au sommaire également, au Kenya, l'ancien Premier ministre désigné par l'opposition pour la présidentielle du 8 août. Il s'agit de Raila Odinga, déjà 3 fois candidat malheureux à la présidence en 97, 2007 et 2013 au Kenya. Ce jeudi 27 avril, la coalition d'opposition NASA a mis fin à d'intenses tractations en annonçant son nom. Élection générale en Angola, le Conseil de la République angolais dirigé par le président José Eduardo dos Santos a fixé au 23 août 2017 la date des prochains scrutins qui doivent marquer la fin de son règne. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue d'abord à Kanza Mazaki qui est ancien joueur professionnel. Oui, bonsoir. Bienvenue également à notre éditorialiste Gracien Rokindi-Kiza. Merci Diarra, bonsoir à tous. Et bienvenue à notre autre éditorialiste, Malik Hacher. Merci Diarra et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, l'info du jour. Raila Odinga affrontera le chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta à la présidentielle kenyane 2017. Ce jeudi 27 avril, la coalition d'opposition baptisée NASA a porté son choix sur l'ancien Premier ministre. Raila Odinga conduira ainsi l'opposition avec Kalonzo Musyoka, candidat au poste de vice-président. On fait le point tout de suite avec Birama Saonera. Au Kenya, le 8 août 2017 marquera un nouveau chapitre dans la grande rivalité entre le président kenyan Uhuru Kenyatta et son principal opposant Raila Odinga. Après d'intenses tractations au sein de l'opposition, l'ancien Premier ministre kenyan de 2008 à 2013 a été désigné jeudi 27 avril candidat de la coalition de l'opposition à la présidentielle de 2017. Nous venons de mettre en place la seule équipe capable d'arrêter le régime d'Uhuru Kenyatta. C'est de notre responsabilité aujourd'hui de mener le combat jusqu'au bout. Vétéran de la scène politique kenyane, Raila Odinga est un habitué des élections. À son actif, 3 présidentielles, mais jamais une victoire. Âgé de 72 ans, il conduira l'opposition lors de la bataille présidentielle avec des poids lourds. Il s'agit notamment de Kalonzo Musyoka, candidat au poste de vice-président, et Musalia Mudavadi, qui pourrait devenir ministre en charge de la coordination du gouvernement en cas de victoire. Nous sommes la force la plus progressiste de tout le Kenya. C'est un jour mémorable car c'est le premier pas vers la victoire. Nous mettrons en place un gouvernement de transition et de transformation. La présidentielle d'août 2017 se dirige vers un nouveau duel entre le président kenyan Uhuru Kenyatta et son principal opposant Raila Odinga. C'est l'actuel chef de l'État qui était sorti victorieux du duel qui les avait opposés lors de la présidentielle de 2013. Uhuru Kenyatta l'avait emporté avec une légère avance, 50,07% contre 43,31% pour le candidat de la coalition NASA. Gracien, Raila Odinga sera donc le candidat de la coalition de l'opposition pour ces prochaines élections présidentielles au Kenya. Quels critères, d'après vous, ont justifié ce choix de l'opposition? D'abord, l'opposition a bien compris qu'il fallait s'unir pour, disons, essayer de gagner les élections. Parce que la dernière fois, quand il y a eu les élections, on voyait bien... Uhuru Kenyatta a gagné vraiment sur 50%. Il y avait une marge pour l'opposant. Et on sait bien qu'il y a un opposant qui n'a pas pu participer, qui n'était pas avec Raila Odinga. Eux, aujourd'hui, ils sont ensemble. Et on sait bien qu'au Kenya, ces élections ne se font pas sur base démocratique, donc base des idées démocratiques, comme ça se fait dans plusieurs pays. On parle de transparence ? Bon, la transparence, je pense qu'il y aura une certaine transparence parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'allient et puis il y a... Disons que c'est un pays aussi qui a une certaine notion démocratique, une notion aussi à la valeur du droit. Et surtout, le droit est très développé au Kenya, c'est comme dans beaucoup de pays. Mais il a quand même déjà perdu 3 fois, 3 élections à Raila Odinga. Pourquoi cette fois il réussirait? Cette fois-ci, il va réussir parce qu'il y a la coalition de tout le monde. Et il y a des voix qui lui manquaient pour être président la dernière fois. S'il avait eu ces gens-là qui se regroupent autour de ces NASA, il aurait pu gagner.
Et on sait bien que même si Uhuru Kenyatta s'est allié avec Ruto, qui est son vice-président, les Kalenjin et les Kikuyu, je pense qu'ils ne pourront pas battre les autres ethnies du pays qui s'allient, qui se mettent ensemble. On peut espérer aussi que ça se passe tranquillement, que ça se passe dans la paix, qu'il n'y ait pas de violence comme ça a été fait il y a 10 ans. Malik, vous pensez, vous, que Raila Odinga a cette fois ses chances de faire la différence? De par ce que vient de dire Gratien, oui. Il a, je dirais, plusieurs ténors au sein de sa coalition et contrairement aux autres pays africains et aux autres élections qu'on a pu observer durant ces dernières années, on a une opposition qui a su s'unir et qui a su faire divergence de personnalités. En général, il y a toujours une compétition entre les différents acteurs de l'opposition qui souhaitent avoir sa part du gâteau, entre guillemets, dans la victoire de l'opposition à l'élection présidentielle. Là, non, il y a plutôt je dirais, une résolution de sagesse pour permettre à l'opposition de l'emporter. Après, je ne pourrais pas dire que forcément il y aura une victoire au bout, ça dépendra. Le schéma politique est très compliqué au Kenya et puis il faut prendre certains aspects, même si c'est simpliste, et faire un raccourci, mais peut-être que le vote ethnique existe encore et il ne faut pas le négliger au Kenya. Ça reste quand même une chose à confirmer lors de cette prochaine élection. Renforcer l'État-nation, c'est la priorité de ce pays parce qu'on a vu qu'il y a eu, et Gratien venait de le souligner, des violences en 2007-2008 lors de l'élection présidentielle qui avait justement vu échouer ce nouveau challenger, cet ancien challenger, je dirais. Et peut-être son défaut, c'est peut-être son âge, je dirais. Mais on a là, pour cette présidentielle d'août 2017, une sorte de remake de ce qui s'était passé en 2013. Donc on a le ticket Odinga-Muziaka, comme on a vu tout de suite, son vice-président, et le même ticket présidentiel William Ruto avec le président Uhuru Kenyatta. À quoi va se jouer finalement ce scrutin? On a parlé de base communautaire un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourront faire pencher la balance? Le bilan notamment de l'actuel président kenyan? Eh bien oui, certainement. On a vu que la présidence de Kenyatta a été bouleversée par les affaires de corruption. Alors certains vantent, je dirais, son bilan sur certains aspects du développement, notamment le lancement des infrastructures. Mais il faut le reconnaître, c'est vrai que durant ces dernières années, il y a eu des affaires de corruption qui sont ressorties. Et je dirais la vivacité de la société civile kenyane, de sa capacité à justement à s'exprimer et à faire part de son mécontentement, ça peut être je dirais, un échec, une faiblesse pour le président Kenyatta. Merci pour ces précisions. On va à présent parler d'un autre pays. Le Conseil de la République d'Angola a annoncé que les élections auront lieu le 23 août 2017. Le départ du président angolais José Eduardo dos Santos devrait être le grand bouleversement de ces élections de cet été. L'actuel ministre de la Défense, José Lourenço, sera lui le représentant du MPLA, le parti du président. On fait le point avec Sharon Camara. Après 37 ans de présidence, le chef de l'État José Eduardo dos Santos s'apprête à céder le pouvoir. En effet, le Conseil de la République d'Angola a fixé au 23 août la date des élections générales dans le pays. Dirigé par le chef de l'État, le Conseil de la République a été mis en place pour gérer les consultations sur les décisions importantes de la nation angolaise. Le président dos Santos est apparu comme le père du nationalisme angolais. Et de ces objectifs qu'il s'est fixés, M. dos Santos, rappelons-le historiquement, la première préoccupation du président dos Santos était de libérer l'Angola du joug colonial. Et sur ce point bien précis, dos Santos a rempli sa mission. Un objectif atteint qui permet à José Eduardo dos Santos de se retirer de la vie politique à l'âge de 74 ans. En effet, le chef de l'État depuis 1979 a annoncé qu'il ne se représenterait pas lors des élections du 23 août. Son parti, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, a désigné l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, comme tête de liste. Celui-ci se présente déjà comme le favori et devrait succéder au président dos Santos à la tête du pays en cas de victoire. Le nouveau président n'aura pas le combat que M. dos Santos a connu. Il n'est pas, même s'il y a encore quelques poches de guérilla et quelques résistances avec l'affaire du Cabinda, reconnaissons-le, il vient quand même consolider un État qui n'a plus de problème réellement
unité nationale. Le 23 août, plus de 9 millions d'Angolais se rendront aux urnes afin de choisir leur nouveau chef de l'État. En Angola, le chef du parti qui remporte les législatives est automatiquement désigné président de la République. Celui-ci aura la lourde tâche de sortir le pays de la crise économique qu'il subit suite à la chute du cours du pétrole. Malik, José Lorenzo sera donc le candidat du MPLA. Est-ce qu'il va incarner la rupture ou la continuité du parti MPLA d'après vous? Non, il va, je pense, alors il faudra voir, mais je pense que de par son parcours, de par son profil, on aura plus à faire à une continuité qu'à une rupture. Moi, je reste sceptique sur la capacité justement à mener le pays vers plus d'ouverture politique, vers un peu plus de démocratie, de consolider ces aspects-là. Ce qui me gêne un peu, et c'est pas le cas forcément en Angola, c'est que dans beaucoup de pays, le parti qui a mené à l'indépendance du pays, le parti historique qui a une certaine légitimité, se sert trop de cette légitimité parfois, justement pour affirmer que c'est un recours inéluctable. Raison pour laquelle il est resté presque 40 ans au pouvoir, le président, d'après vous. Est-ce que certains analystes parlent d'une stratégie de partir pour mieux rester? Est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement le président aura une forte influence malgré son départ? Il y aura toujours cette figure tutélaire. C'est légitime, d'autant plus que c'est un peu son bras droit, sachant que c'était l'ancien, je crois, vice-ministre de la Défense, donc ce n'est pas rien. Donc c'est une personnalité de premier plan, c'est le premier cercle du président angolais. Gracien, quel poids aura le président José Eduardo dos Santos dans cette campagne? D'abord, il faut se dire que le président dos Santos, c'est un homme qui, disons, qui a une certaine hauteur, qui a une renommée non seulement national, mais aussi international. C'est un homme qui est reconnu, qui est, disons, qui est respecté par beaucoup d'Angolais. Même si on peut critiquer sa politique, mais on reconnaît bien c'est l'homme qui a apporté les... Donc ça sera un atout pour le candidat José Lorenzo? Oui, c'est un atout, bien sûr, c'est un atout. Il faut savoir que l'Angola, en fait, le problème qui s'oppose, c'est qu'il y a l'MPLA, c'est le parti qui a gagné, qui a rapporté l'indépendance. Il y a le FNLA et l'UNITA qui ont combattu le MPLA, surtout au moment où il fallait qu'il y ait l'indépendance. Ce sont des partis aussi qui ont été soutenus, qui étaient dans la rébellion, qui ont été soutenus par soit l'Afrique du Sud, soit la Rhodésie quand du temps. Donc l'histoire explique son ancrage politique d'aujourd'hui. Cela signifie que les gens, dès qu'ils parlent d'indépendance, ils comprennent MPLA. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'opposition qui n'a pas été dans la rébellion. Il y a justement la société civile qui a appelé l'opposition à s'unir face au candidat du MPLA. Pour l'instant, il n'y a eu aucune réponse face à cela. Mais est-ce qu'on peut espérer une coalition comme on vient de le voir dans d'autres pays? Je connais certains, par exemple, du FNLA. Je vois mal comment le FNLA va accepter de s'unir avec l'UNITA. Il faut savoir que Savimbi aussi était dans le FNLA. Il a fait une dissension pour créer l'UNITA. Et en fait, l'opposition en soi, il y a une certaine main du MPLA. De certains de l'opposition, par exemple, au sein du FNLA, il y a deux branches. Il y a une branche qui est, je peux dire, plus ou moins contrôlée par le pouvoir. Et notamment le chef même du FNLA, ce qui fait qu'il y a une autre branche qui se crée, mais qui n'arrive pas à se créer. Donc l'opposition n'a que très peu de chance. L'opposition est déjà divisée. L'opposition, déjà, au sein de chaque parti, il y a déjà une division. Du moment où ils ont divisé à l'intérieur d'un parti politique, donc il n'y a aucune chance vraiment d'évoluer. Et même de peser au niveau des élections législatives pour avoir une majorité ou un certain pourcentage pour bloquer les élections. Il y a l'opposition qui avance aussi, qui exprime en tout cas ses inquiétudes quant aux conditions d'organisation d'élections. On a même un opposant qui appelle à un audit du recensement électoral. Est-ce qu'on peut s'attendre à des tensions électorales en Angola cet été? Oui, bien sûr, il peut y avoir des tensions, mais je vois mal comment ces tensions peuvent mener à des violences parce que l'MPLA, disons, quadrille tout le pays avec soit l'armée et la police, mais aussi avec ces jeunes qui sont au service de ce pouvoir. Et du moment quand il y a le MPLA, le FNLA ou l'UNITA qui commence par exemple à revendiquer des choses un peu violemment, on va dire, ils retournent dans les maquis. Donc ce n'est pas bien pour eux. Certains, ils vont se contenter en fait de ce qu'ils vont avoir et puis voir comment ça pourra évoluer avec le nouveau président. Merci pour ces précisions. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.